Donc voilà, sonder l'univers avec les ondes gravitationnelles. Donc là, vous voyez, il y a deux choses clairement qui font un peu éclaircir. D'abord, quelles sont les ondes gravitationnelles et deuxièmement, qu'est-ce qu'on entend par univers dans ces cadres-là. Donc en fait, dans cette conférence, je vais essayer de clarifier ces deux points et puis ensuite donc, vous expliquer comment on peut effectivement sonder l'univers avec les ondes gravitationnelles, ces nouveaux messagers. Alors, si vous cherchez ondes gravitationnelles sur Internet, vous allez tomber sur ce genre d'images ou alors d'animations où vous voyez là un réseau pas mieux spécifié avec clairement des ondes qui se propagent à l'intérieur, quelque chose au centre qui semble les produire. Et donc une espèce d'analogie avec des ondes dans un lac, par exemple. Donc, nous allons éclaircir qu'est-ce que ça veut dire cette image dans des termes plus scientifiquement corrects. C'est une animation, donc ce n'est rien de réel là, c'est juste une animation pour montrer les idées qui sont derrière ces concepts. Mais donc, pour faire cela, il faut faire un pas en arrière. Et donc, je vais commencer par vous faire très rapidement une brève histoire de la théorie de la gravitation. Alors, tout d'abord, vous allez remarquer, pendant toute la conférence, j'ai des dessins comme ça, un peu naïfs, ce sont pour dédramatiser le sujet, pour essayer voilà, de faire des choses un peu drôles, on va dire. Donc, dans notre histoire de la théorie de la gravitation, nous commençons avec Galilée, qui est quand même le père, disons, de la physique, un des pères de la physique moderne. Et donc, Galilée a fait deux observations fondamentales. La première est le principe de relativité, qui dit que les lois de la physique sont les mêmes dans chaque référentiel inertiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un référentiel inertiel peut être un référentiel au repos ou au mouvement rectiligne uniforme. En pratique, ça veut dire que vous voyez là un bateau. Galilée, il est à l'intérieur, il fait une expérience physique, notamment là, il fait tomber un objet. Il va en déduire une loi physique qui explique ces phénomènes, comment l'objet tombe. Et cette loi, elle ne va pas dépendre du fait que les bateaux en soi-même soient amarrés, disons, au port ou en mouvement. Donc ça, c'est les principes de relativité. Le concept fondamental dans ces principes est celui des référentiels inertiels. Donc on va voir un peu plus simplement ce que ça signifie. Alors là, j'ai des Donald, vous voyez. Donc le premier Donald, il est au repos. Et il définit trois coordonnées spatiales. Vous savez, l'espace a 3 dimensions. Après là, j'ai un deuxième Donald. Lui, il n'est pas au repos. Il bouge avec une vitesse v et il définit un autre référentiel. Vous voyez, x', y', z'. Alors, le principe de relativité dit que les lois de la physique sont les mêmes pour les deux Donald, qu'ils soient au repos et qu'ils soient à une vitesse donnée, pourvu que cette vitesse est constante. Mais il y a aussi une autre assumption inhérente à tout ça, qu'on a peut-être parfois du mal à s'en rendre compte. Le fait est que le temps, ici, est un temps absolu. Donc, il s'écoule tout seul, de façon complètement indépendante du référentiel. Donc, les Donald à l'arrêt, il définit son référentiel, celui avec la vitesse v, il définit son référentiel, mais les deux, ils vont mesurer le même temps. Et aussi, vous voyez, il n'y a aucune raison pour laquelle les Donald qui bougent ne puissent pas accélérer jusqu'à la vitesse dont il a envie. Donc, chaque vitesse est permise. Donc ça, c'est la vision, disons, de l'espace et du temps en physique classique, en physique, par exemple, galiléenne. Alors, c'est absolument fondamental parce que chaque loi de la physique, nous avons besoin de la situer dans l'espace et dans le temps. Donc, les référentiels, c'est vraiment la chose de base.
Alors, la deuxième observation de Galilée, c'est les principes d'équivalence. Il a observé que des objets de masses différentes, là vous voyez une pomme et une plume, en fait, ils tombent avec la même accélération, en absence d'air, évidemment. Donc ça aussi, c'est à partir de ces deux observations, nous avons Newton, en particulier, a fait un progrès en plus. Donc, vous remarquez quand l'un meurt, l'autre naît. Et donc, il a en fait repris ces deux concepts et il a fait ce qu'on appelle une expérience conceptuelle. Donc, il a dit, supposons que je suis sur Terre, sur une montagne très haute, et je laisse tomber une pierre avec une vitesse initiale, et que j'augmente à chaque tir la vitesse de la pierre. Évidemment, la pierre, elle va tomber toujours plus loin, mais il y aura un moment où la vitesse initiale va être suffisante pour que la pierre, en fait, elle rate la Terre et puis elle se mette en orbite. À partir de cette expérience conceptuelle, Newton, il a pensé peut-être que la force qui fait tomber les objets sur Terre est la même force qui maintient les planètes en orbite. Et c'est à partir de ça qu'il a eu l'idée qu'en fait la loi de la gravitation, donc la force qui à la fois tient les planètes en orbite, fait tomber les objets sur Terre, est universelle. Et donc elle ne dépend dans la théorie que de deux masses qui s'attraient l'un l'autre et de leur distance. Et donc, les deux masses, là, une masse peut être la Terre, l'autre l'objet qu'on fait tomber, ou alors une masse peut être les soleils, et l'autre peut être un des planètes du système solaire. Ce qui décrit les deux phénomènes est une et même théorie, la théorie de la gravitation newtonienne. Alors, puisque depuis Galilée, on dit que la nature est écrite en langage mathématique, moi, j'ose vous mettre l'équation. Ok, ça c'est l'équation de la loi de gravitation newtonienne. Alors, vous voyez déjà une quantité là, avec cette lettre grecque phi. Cette quantité est une fonction de x. Alors, phi représente ce qu'on appelle les potentiels gravitationnels. Donc, c'est la quantité qui nous permet de déduire la force qui va agir sur une masse quand je la lâche, par exemple. Et cette quantité est une fonction de l'espace. Vous voyez, la x représente les trois coordonnées spatiales. Il y a là ce qu'on appelle un opérateur. Cet opérateur, en fait, il nous dit, vous voyez, il dépend aussi de l'espace, il nous dit tout simplement comment les potentiels gravitationnels varient dans l'espace. Alors, vous avez là une image de la Terre et de son potentiel gravitationnel. Qu'est-ce qui, en fait, est la source de ce potentiel gravitationnel? La source est de l'autre côté de l'égalité. Et c'est cette quantité-là, c'est en fait la densité de masse. Donc, ρ représente la densité de masse, par exemple la masse de la Terre. Vous voyez, elle varie. Là où il y a les Andes, en fait, il y a plus de masse. Et donc, les potentiels, ils changent selon ça. Et la densité de masse, en général, elle est aussi en fonction de l'espace. Et les deux termes sont reliés par cette lettre G, qui est une constante de proportionnalité qui a été trouvée par Newton. Ça représente combien, quelle est l'intensité avec laquelle la source, la densité de masse, peut générer le potentiel. Alors, tout est très bien jusqu'à maintenant, mais disons un peu plus tard, en fait, il y a eu une nouvelle théorie qui a été développée, c'est la théorie de l'électromagnétisme. Elle a été notamment développée surtout par Maxwell. Et donc cette théorie décrit les comportements des ondes électromagnétiques, des charges, des courants. Et typiquement, dans cette théorie, par exemple, on va décrire les phénomènes de l'émission de la lumière.
la lumière est une onde électromagnétique, tout comme les ondes radio, les ondes X, etc. Et une onde électromagnétique est elle aussi formée par des champs. Donc, comme on a les champs gravitationnels, on a les champs électromagnétiques, qui est donc, l'onde est un phénomène ondulatoire, vous voyez, qui dépend du temps. Et l'alternance entre, malheureusement là c'est coupé, mais l'alternance entre les champs électriques et les champs magnétiques dans le temps détermine la propagation de l'onde et donc la propagation du rayon lumineux dans les cas de l'ampoule. Alors là, de nouveau, je vous mets l'équation qui décrit la propagation des ondes électromagnétiques. Alors, vous remarquez, la partie en noir, elle est tout à fait analogue. Nous avons là, ce qui était les potentiels gravitationnels devient les potentiels électromagnétiques, l'opérateur de variation spatiale. Mais là, vous remarquez une différence. Avant, ce n'était que fonction de l'espace. Là, j'ai rajouté une variable. Cette variable t, elle est temps. Parce que je viens de vous parler des phénomènes ondulatoires, des phénomènes qui se propagent. Donc, il y a une dépendance du temps intrinsèque dans les potentiels électromagnétiques. De ce côté de l'égalité, nous avons la source. Alors, comme dans les cas de la gravitation, la source est la densité de masse. Dans les cas de l'électromagnétisme, la source est la densité des charges et des courants. L'exemple typique est une antenne. Dans une antenne, vous avez un courant qui dépend du temps et qui génère donc un signal électromagnétique. Mais là, l'observation fondamentale est la présence de ce nouveau terme. Ce nouveau terme, il est nécessaire parce que nous devons décrire un phénomène qui dépend du temps. Et là, donc, vous voyez la présence d'un opérateur analogue, mais en fonction du temps. Et donc, ce terme-là, en fait, décrit comment les potentiels électromagnétiques varient dans le temps. Et il y a une autre chose que je vais vous faire remarquer. Ici, au dénominateur, nous avons cette quantité C, est la vitesse de la lumière. Donc, est la vitesse à laquelle les ondes électromagnétiques se propagent. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire de façon simple? Ça veut dire que si nous avons Donald qui allume une ampoule, eh bien, ça prend un temps fini pour que la lumière de l'ampoule arrive à Daisy. Et le temps que ça va prendre, ça dépend de la distance entre Donald et Daisy. Et la vitesse avec laquelle le signal que Donald a allumé l'ampoule va se propager est une vitesse finie. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Alors, du point de vue fondamental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'électromagnétisme, comme théorie physique, respecte les principes de causalité. Donc, il faut un temps fini pour propager l'information que Donald a allumé l'ampoule. Daisy ne le sait pas de façon instantanée. Ça prend un certain temps. Donc, il n'y a pas de propagation instantanée de l'information. Ça, c'est quelque chose qui, c'est un principe que chaque théorie physique se doit d'obéir parce que c'est une observation courante du monde qui nous entoure. Vous ne pouvez pas remonter le temps pour tuer vos propres grands-parents. Donc, c'est vraiment fondamental que les théories physiques respectent ces principes de causalité pour qu'ils puissent décrire les mondes qui nous entourent. Alors, mais si maintenant nous faisons la même expérience en loi de gravitation newtonienne, qu'est-ce qui se passe? Alors, supposons que Donald a voyagé jusqu'au Soleil, Daisy est sur Jupiter, et Donald a le pouvoir de faire disparaître le Soleil. Pas de l'éteindre, vraiment de faire disparaître sa masse. Alors, selon la théorie de gravitation newtonienne, dès que Donald fait disparaître le Soleil, eh ben, Daisy va le savoir de façon instantanée, tout de suite. Et toutes les autres planètes,
ils vont sentir l'absence de la force de gravitation, de la force d'attraction du Soleil de façon instantanée. Ils vont partir dans leur orbite. Donc, le problème de la théorie de la gravitation newtonienne est que dans le cadre de cette théorie, il n'y a pas d'onde pour propager l'information. Donald a fait disparaître le Soleil de façon à vitesse finie. Ça se propage de façon instantanée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La gravitation newtonienne ne respecte pas les principes de causalité. Et ça, c'est un total désastre dans les cadres d'une théorie physique. Mais c'est une théorie tout à fait valable pour décrire les systèmes solaires. Mais quand on la regarde d'une perspective plus large, surtout dans le cadre, disons, de ce on est pour l'électromagnétisme, on se rend compte qu'il y a la nécessité d'aller au-delà de cette théorie, bien qu'elle marche sur Terre, etc. Il faut aller au-delà de cette théorie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait formuler une théorie causale de la gravitation. Cette théorie causale de la gravitation en particulier, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Eh bien, pour permettre une propagation de l'information à vitesse finie, et donc pour respecter les principes de causalité, elle a besoin d'un phénomène ondulatoire qui dépend du temps et donc qui peut être les vecteurs de propagation de l'information dans le cadre d'une nouvelle théorie de la gravitation. Alors, ceci n'a pas été du tout facile, cette nouvelle théorie. Il a fallu une vraie révolution dans la pensée de l'espace et du temps pour formuler, pour conduire à une théorie causale de la gravitation. Et c'est, pardonnez-moi l'image, la révolution qui a été faite par Einstein, la théorie de la relativité restreinte et générale. Alors, voyons un peu de quoi il s'agit. Donc, je reprends les transparents que je vous ai expliqués tout à l'heure. Physique newtonienne, ça c'est le cadre pour les référentiels galiléens. Alors, en théorie de la relativité, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien la différence. Le temps n'est plus absolu, mais chaque Donald a son propre temps. Donc, le temps, il dépend en fait de la vitesse du référentiel et ne devient que la quatrième dimension dans une quantité unique qui n'est plus l'espace séparé et les temps qui s'écoulent indépendamment, mais une quantité unique qui s'appelle l'espace-temps. Donc en fait, la relativité restreinte unifie, si vous voulez, les trois dimensions spatiales et la dimension temporelle, et dit que les lois de la physique doivent être formulées dans les cadres de l'espace-temps. De plus, pour respecter la causalité de toute théorie, il dit, la relativité restreinte dit, il y a une vitesse maximale. Donc Donald, lui, il ne peut pas accélérer tant qu'il veut. La vitesse maximale est la vitesse de la lumière c. Elle est la même dans tous les systèmes de référence, de sorte qu'on est sûr qu'on ne peut pas aller plus vite. Et est la vitesse avec laquelle une information, la vitesse maximale avec laquelle une information peut se propager. Donc, voilà comment on peut visualiser l'espace-temps. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai collapsé les trois dimensions spatiales sur un seul axe, x, qui représente l'espace, et j'ai rajouté un autre axe ici qui représente les temps. Alors, j'ai un Donald là, il vit un moment de sa vie, donc il est dans un certain endroit à un certain temps. Et à partir de cet instant de sa vie, en fait, il définit deux zones dans l'espace-temps. Une zone est son passé et l'autre zone est son futur. Et donc, le passé de Donald, disons, contient tous les événements qui ont pu influencer son état
ici et maintenant. L'autre partie de l'espace-temps, le futur de Donald, contient tous les événements que lui, il peut influencer. Ce qui représente ces deux lignes, donc ce qu'on appelle les cônes de lumière, est la trajectoire de rayons de lumière. Comme je vous ai dit, la vitesse de la lumière est la maximale qui peut être atteinte. Et donc, un événement qui est là, par exemple, lui, il ne peut pas influencer Donald parce qu'il aurait dû se propager à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est interdit, théorie de la relativité restreinte. Et donc, vous voyez bien que cette formulation de l'espace-temps est causale et nous sommes contents. Alors, jusqu'à maintenant, par contre, je ne vous ai rien dit de la gravitation, n'est-ce pas? J'ai juste dit que, voilà, la théorie de la relativité implique une nouvelle conception de l'espace et du temps qui les unifie. Mais que vient faire la gravitation là-dedans? Alors, la gravitation, en fait, elle est décrite dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Donc, comment on peut visualiser l'espace-temps? En fait, on peut le visualiser avec ces réseaux, là, où, évidemment, il est bidimensionnel, parce qu'on ne peut pas mieux faire, d'accord? Mais là, on s'imagine que ça, c'est un système de référence, d'accord? Donc, chaque point est un point précis dans l'espace et dans le temps. S'il n'y a rien, l'espace-temps est plat. Et donc, une masse va générer une courbure dans ces réseaux qui représentent l'espace-temps. Alors, par exemple, les temps passent moins vite sur Terre par rapport à sur les satellites. Et cet effet-là est dû à la courbure de l'espace-temps. L'espace en soi-même est courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que les objets astrophysiques, par exemple, une planète, va bouger selon une trajectoire qui est déterminée par la courbure de l'espace-temps. Donc, vous voyez là où, c'est là où rentre la gravitation, vraiment. Donc, ce qui avant était donc les trajectoires des planètes qui avant étaient décrites dans le cadre de la gravitation newtonienne par les champs gravitationnels, ici, sont décrites par ce phénomène de courbure de l'espace-temps. Donc, la gravitation, les champs gravitationnels, devient une propriété de l'espace-temps. Ça, c'est l'idée révolutionnaire de la relativité générale. Et plus un objet est massif et compact, plus il génère des courbures dans ces réseaux de l'espace-temps. Et donc là, on peut arriver à une compréhension intuitive de qu'est-ce que c'est qu'un trou noir. En fait, c'est un objet tellement compact qui génère autour de lui une courbure infinie. Là, vous avez des exemples, la courbure générée par le Soleil, par une étoile, une naine blanche, par une étoile à neutrons, sont des objets vis-à-vis plus compacts, et donc la courbure, la distorsion qui génère dans l'espace-temps est majeure. Mais le trou noir, en fait, il génère une courbure telle que même la lumière ne peut s'échapper de cet objet. Et il génère ce qu'on appelle donc un horizon des événements, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la lumière amène avec elle l'information. Aucune information peut sortir du trou noir. Alors, quelques exemples pour mettre un peu clarifier les choses. Le Soleil a une masse de 10 puissance 30 kg, ça veut dire 2 suivi par 30 zéros, et un rayon de 690 000 km. Alors, si le Soleil était un trou noir, ça veut dire que la même masse, 10 puissance 30 kg, devrait être compactifiée dans un rayon de 3 km. Si la Terre était un trou noir, aurait la taille d'une bille, donc vraiment 8 mm. Donc vous voyez le niveau de
compactification dont on a besoin pour générer un tel objet extrême. Alors, nous savons que ces objets-là existent. Notamment, il y en a un au centre de notre galaxie qui fait 4 millions de masses solaires. Alors maintenant, je reviens la petite animation là des ondes gravitationnelles, mais là vous comprenez beaucoup mieux de quoi je parle. Parce que maintenant il est clair que ces réseaux-là, c'est l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles, comme je vous ai dit, elles existent que dans le cadre de la relativité générale et elles sont en fait des perturbations dans la courbure de l'espace-temps qui sont générées par des masses en mouvement et qui se propagent, donc les ondes gravitationnelles, à vitesse finie. Et puisque la vitesse maximale de propagation de l'information est la vitesse de la lumière, dans le cadre de cette théorie, les ondes gravitationnelles se propagent à la même vitesse que les ondes électromagnétiques, donc la vitesse de la lumière. Alors voilà de nouveau l'équation. Ça, c'est l'équation en théorie de la relativité générale linéarisée. C'est là décrit la propagation de l'onde gravitationnelle. Maintenant, l'onde gravitationnelle, on avait les champs gravitationnels, les champs électromagnétiques, et voilà là, la quantité qui représente l'onde gravitationnelle en fonction de l'espace et du temps. Vous voyez que l'équation a le même terme d'électromagnétisme. Donc maintenant, cette équation-là, elle est une généralisation de celle en gravitation newtonienne qui peut décrire la propagation de l'onde en fonction du temps. Vous voyez aussi que nous avons la petite lettre C là, qui est donc la vitesse de la perturbation est la même de celle de l'électromagnétisme. Et on vient au membre de droite de l'équation. Alors là, la constante de couplage, vous voyez, c'est un espèce de mélange entre la constante de gravitation et C. Donc c'est pour ça que c'est une théorie de la gravitation mais causale. Et là, on a la source. Alors, avant la source, c'était la densité des masses. Là, c'est la densité des charges et des courants. Et ici, qu'est-ce que c'est la source? Je vous ai dit déjà, toute forme d'énergie génère une courbure dans l'espace-temps. Donc, en principe, toute forme d'énergie avec les bonnes propriétés peut donner lieu à une onde gravitationnelle. Mais les ondes gravitationnelles que nous avons mesurées jusqu'à maintenant, elles sont en fait générées par ce qu'on appelle donc une distribution quadrupolaire de masse en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire quadrupolaire? Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de symétrie sphérique. Donc ça peut être un objet élongé comme ça, qui bouge sur soi-même, ou bien, par exemple, deux corps célestes qui sont en orbite l'un autour de l'autre. Et c'est exactement ce deuxième cas-là qui est représenté dans la petite disons, animation du début du séminaire. Alors, la première détection d'ondes gravitationnelles, vous l'avez entendu dans l'introduction, elle est relativement récente. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je les mets dans le cadre causal. Donc, il y a un événement numéro 1, donc il y a 1,3 milliard d'années à 22 puissance 22 km de la Terre, deux trous noirs ont collisionné. Cette collision a généré un signal d'onde gravitationnelle. Dans le cas de notre théorie causale, ces ondes se sont propagées dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière et 1,3 milliard d'années après, parce qu'ils étaient quand même assez loin, le 14 septembre 2015, ces ondes ont investi la Terre et elles ont été mesurées. Alors, elles ont été mesurées. D'abord, j'ai ce petit film. Donc, ce film-là, il est scientifiquement plus correct que l'animation que j'ai mise au début. Et il s'agit vraiment d'une animation qui représente le premier
cet événement de collision de trous noirs qui constitue la première détection d'ondes gravitationnelles. Alors, il y a plusieurs choses. Là, vous voyez l'image, il y a les deux trous noirs, il y a ce qui est autour, ces différences de couleurs, ce sont les ondes gravitationnelles. Alors, je vais le mettre en route. Voilà, donc vous voyez, les deux trous noirs sont en orbite l'un autour de l'autre. Ils génèrent déjà un signal d'onde gravitationnelle. Ici, vous voyez, ça c'est la courbure de l'espace-temps qui est générée, une représentation de la courbure de l'espace-temps qui est générée par chaque trou noir. Ce que vous voyez là en haut, ce sont les secondes avant le phénomène de collision qui ont été mesurés par les détecteurs. Et ici, vous voyez, ça c'est la forme d'onde qui a aussi été mesurée par les détecteurs. Ça devient bleu vis-à-vis que l'onde est émise au moment qui correspond sur le film à l'orbite des deux trous noirs. Et là, vous voyez, l'intensité est en train de devenir maximale. Donc, l'intensité de l'onde est maximale quand les deux trous noirs finalement collisionnent. Et ensuite, donc, nous avons un phénomène de relaxation du trou noir restant qui n'émet finalement plus d'ondes gravitationnelles. Et là, il y a le signal que vous voyez qui a été émis et qui commence donc son long voyage jusqu'à nos détecteurs. Alors, en fait, c'est vraiment l'émission d'ondes gravitationnelles qui enlève de l'énergie à ces systèmes liés de deux trous noirs. Et en enlevant l'énergie, en fait, fait en sorte que les deux trous noirs ont moins d'énergie pour résister à l'attraction gravitationnelle mutuelle et donc ils se rapprochent de plus en plus jusqu'à collisionner. Alors, comment détectons les ondes gravitationnelles? Donc, ce sont des expériences vraiment très pointues du point de vue technologique. Ce sont des interféromètres. Donc là, vous voyez la photo de l'interféromètre qui est en Italie, proche de Pise. Et en fait, il y a deux longs bras à l'intérieur desquels se propagent des lasers. Et quand l'onde gravitationnelle arrive, elle va causer de toutes petites variations de la longueur des deux bras. Et c'est ce qui l'interféromètre va mesurer. Il veut dire, bon, les bras ont changé de longueur de façon ondulatoire et donc j'interprète ça comme l'arrivée d'une onde gravitationnelle. Alors, au bout des bras, il y a des miroirs qui vont refléter le laser. C'est en fait ces masses-là que les ondes gravitationnelles vont faire vibrer. Alors là, j'ai aussi une petite animation qui va vous montrer comment. Donc là, vous imaginez, ça c'est un anneau de masse, d'accord? Et quand une onde gravitationnelle qui se propage de façon perpendiculaire à l'écran rentre, elle va mettre en mouvement cet anneau de masse de cette façon-là. Donc, il va le contracter d'abord dans une direction, ensuite dans une autre direction. Maintenant, si vous vous imaginez que une de ces masses, ou alors, pardon, deux de ces masses sont au bout des bras de l'interféromètre, en fait, vous voyez comment ça va générer, vous savez, des variations dans la longueur des bras, et finalement une interférence dans les lasers qui parcourent les bras et qui vont donner un signal recueilli par l'interféromètre. Alors, quand je disais que c'est une expérience vraiment très pointue, je voulais dire que sur un bras de longueur d'environ 3 km, on mesure une variation de la longueur qui est de 10-21 par rapport aux 3 km. D'accord, donc c'est vraiment donc, d'un kilomètre, enfin, une fraction de kilomètre qui est 0 suivi de 21 0. C'est vraiment extrême. Donc c'est comme la taille d'un cheveu
par rapport à la distance Terre-Soleil. Vous voyez la précision de ce genre d'interféromètre. Alors, la fréquence du signal d'onde gravitationnelle qui est émise par ces genres de trous noirs en collision et qui peut être recueilli par ces genres de détecteurs sur Terre est de 1 à 1000 Hz. Donc, c'est à peu près la même fréquence des ondes sonores. Et c'est pour ça que on peut en fait les écouter. Donc, ça, c'est le bruit, disons, alors l'onde gravitationnelle convertie en onde sonore qui a été détectée, la première détection d'onde gravitationnelle, qui a été faite par les interféromètres LIGO et LIGO Hanford et LIGO Livingstone qui sont aux États-Unis. Donc vous entendez deux fois les bruits. La première fois est à la bonne fréquence. La deuxième fois, ils ont augmenté la fréquence pour que ça soit un peu plus audible. Voilà, et là vous voyez la forme d'onde similaire à celle que je vous ai montrée avant, sauf que là, bon, il y a évidemment les bruits expérimentaux. Alors donc cette découverte a été à la fois un grand exploit technologique et une grande découverte qui confirme la théorie de la relativité générale, comme je vous ai expliqué, et nous fournit donc un nouveau moyen pour sonder l'univers. Alors venons-en à la deuxième partie de la conférence. Qu'est-ce que ça veut dire sonder l'univers? Alors, l'univers dans ces cadres-là n'est pas la Terre, n'est pas les systèmes solaires, et voir l'univers de notre galaxie, d'accord? Mais on va en fait plus loin de la galaxie parce que notre galaxie, où les systèmes solaires est logé, le Soleil, etc., n'est qu'une parmi des milliards de galaxies. Et ces signaux d'ondes gravitationnelles, en fait, ils proviennent de galaxies lointaines, donc des sources de trous noirs binaires qui ont lieu dans des galaxies lointaines. Alors là, qu'est-ce que vous voyez typiquement sur cette figure? Je vous montre comme ça des points lumineux. Ça, c'est une image du satellite Hubble. Des points lumineux qui représentent chacun une galaxie. C'est-à-dire que nous sondons jusqu'à maintenant, nous observons l'univers avec les ondes électromagnétiques. Avec nos yeux, nous ne regardons sûrement pas des ondes gravitationnelles, mais ce que nous voyons, c'est la lumière, donc le spectre visible des ondes électromagnétiques. C'est là. Après, évidemment, il y avait les longues vues. C'est les premiers objets avec lesquels ils ont scruté le ciel. Et maintenant, nous avons toutes sortes de télescopes sur Terre et depuis l'espace qui mesurent plusieurs longueurs d'onde différentes. Donc, on va bien au-delà du visible, dans l'infrarouge, les radios, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Donc, vraiment, nous observons l'univers avec tout un spectre d'ondes électromagnétiques parce que les objets que nous observons émettent dans différentes longueurs d'onde. Mais comme nous avons vu, l'univers émet aussi des ondes gravitationnelles. Donc si vous voulez superposer à cette quantité incroyable de signaux électromagnétiques, il y a aussi les signaux gravitationnels qu'on n'était pas capable de détecter avant 2015. Et donc, en fait, c'est là où c'était la révolution, si vous voulez, de 2015, parce que maintenant, nous pouvons superposer à cette image en ondes électromagnétiques une autre image, là c'est juste une représentation, de l'émission en ondes gravitationnelles de tous ces objets célestes. Et donc, c'est dans ces cadres que les ondes gravitationnelles fournissent un nouveau canal d'émission qui donne accès à de nouvelles informations sur l'univers. La
comment dire, ce qu'on dit, ce qu'on peut dire, la comparaison qui est faite est que jusqu'à avant 2015, nous pouvions voir l'univers avec les télescopes électromagnétiques. Maintenant, avec les télescopes ou les interféromètres d'ondes gravitationnelles, nous pouvons aussi l'écouter. Donc, vous comprenez, si vous imaginez de ne rien entendre, vous avez une certaine vision du monde. Mais les moments où vous débouchez les oreilles, vous avez accès à beaucoup d'autres informations. La musique, par exemple, où vous entendez les personnes parler. Donc, c'est vraiment une autre dimension qui s'ouvre dans votre possibilité de comprendre ce qui vous entoure. Alors, depuis 2015, il y a eu plus que 50 détections de systèmes binaires qui sont des coalescences soit de deux trous noirs. Il y a eu des coalescences d'étoiles à neutrons qui ont été détectées en ondes gravitationnelles et aussi des événements mixtes, donc un trou noir et une étoile de neutrons. Et en particulier, donc cette image-là, chacun de ces traits verticaux, en fait, représente un des événements qui ont été détectés. Et donc, vous voyez deux masses qui, en fait, collisionnent. C'est une représentation pour donner un objet final. Et donc, là, il y a typiquement la masse. Donc, la hauteur témoigne la masse des objets qui ont été observés. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre, depuis une détection, combien nous en avons maintenant élargi le spectre en ces 7 ans d'observation. Et en particulier, ce qui est important à faire remarquer est que nous avons observé aussi un objet, ça s'appelle GW170817, qui est une coalescence de deux étoiles à neutrons et pour laquelle nous avons pu observer à la fois l'émission électromagnétique et l'émission gravitationnelle. Donc nous avons vraiment vu et entendu cette collision d'étoiles à neutrons. Alors, mais en fait, je vous ai parlé donc de toutes les galaxies qui entourent notre galaxie. C'est l'univers de l'astrophysique. Mais il est possible de pousser encore plus loin les limites de nos détections d'ondes gravitationnelles et aussi d'ondes électromagnétiques. Et donc, maintenant, je voudrais, pour cette dernière partie du séminaire, passer de l'univers de l'astrophysique à l'univers de la cosmologie. Donc, la cosmologie est la discipline qui décrit l'origine, la structure générale et l'évolution de l'univers, et fait ça dans les cadres de la théorie du Big Bang. Alors, dans les cadres de cette théorie, l'univers est en expansion. Donc, il y a eu une singularité initiale à partir de laquelle, à la fois, l'espace et les temps sont nés. D'accord ? Donc, l'espace-temps a été formé à partir de cette singularité initiale pour laquelle nous n'avons pas accès encore. Et ensuite, l'univers a suivi, disons, l'espace-temps a commencé à s'expandre, à s'étendre, avec des vitesses différentes. C'est ce qui veut expliquer ces diagrammes en cloche. Il a commencé en expansion très très rapide, puis ensuite il a ralenti, et puis là il est de nouveau apparemment en expansion rapide. Et comment nous savons tout ça? Parce que nous pouvons en fait, en observant les objets astrophysiques et les propriétés de l'univers, parcourir un voyage en arrière dans le temps. Donc le temps, il va ici dans cette direction. D'accord, donc de la singularité initiale du Big Bang jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'univers aujourd'hui a 13,8 milliards d'années à peu près. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'univers a refroidi. Donc il a commencé avec une température presque infinie,
Et vis-à-vis qu'il était en expansion, comme c'est un objet isolé, il ne peut pas échanger de chaleur avec l'extérieur, bah, il s'est vis-à-vis refroidi. Et donc la température ou l'énergie, en fait, ils vont dans l'autre direction. Des températures basses à températures hautes vers les débuts de l'univers. Aujourd'hui, la température moyenne est de 3 degrés Kelvin. Alors, en observant donc l'émission électromagnétique de l'univers, nous pouvons effectuer un voyage en arrière dans le temps. Parce que, comme je vous ai dit, il faut un temps fini pour propager les ondes électromagnétiques. Donc, si nous regardons loin, par exemple, d'aujourd'hui, nous regardons cette galaxie, par exemple, l'émission de cette galaxie, elle va être vieille. Elle va être vieille correspondamment à la distance entre nous et la galaxie. Donc, quand nous observons l'univers lointain, en fait, nous observons des objets à des époques différentes. Et donc, il est important donc de savoir pourquoi nous pouvons en fait parcourir ces voyages en arrière dans le temps en observant les objets astrophysiques par les rayonnements électromagnétiques. Bah, évidemment parce que l'univers est transparent au rayonnement électromagnétique. Parce que si vous imaginez l'air est transparent au rayonnement électromagnétique, donc vous pouvez conduire une voiture sans problème, vous voyez où vous allez, mais du coup, s'il y a le brouillard, vous ne pouvez plus, parce que le brouillard absorbe le rayonnement électromagnétique, absorbe la lumière. Et donc, en fait, puisque nous pouvons observer les galaxies lointaines, les objets célestes lointains, parce que l'univers est transparent au rayonnement électromagnétique. Mais il est transparent jusqu'à une certaine époque. Donc, là, c'est quand l'univers avait 380 000 ans, et c'est le dernier rayonnement électromagnétique visible. À des époques antérieures dans l'évolution de l'univers, donc quand l'univers il était plus jeune que 380 000 ans, en fait, c'était le brouillard. Les rayonnements électromagnétiques, il est aussitôt généré par cette espèce de soupe qui était là et aussitôt réabsorbé. Et donc, nous n'avons aucun moyen de savoir avec les rayonnements électromagnétiques qu'est-ce qui s'est passé avant. D'accord ? Alors, ces particuliers phénomènes, alors qu'est-ce qui fait en sorte que l'univers soit transparent plus tard et pas transparent avant? En fait, comme je vous ai dit, c'est l'énergie, elle décroît dans cette direction. Vis-à-vis que l'univers s'expande, l'énergie décroît. Et à ces moments précis, l'énergie décroît à un niveau plus bas de l'énergie des liaisons de l'atome d'hydrogène. Et donc, en gros, avant cette époque, nous avons des protons, des électrons, des neutrons complètement mélangés, parce que tout est très énergétique, donc ils voyagent un peu partout. À un moment, la température baisse et en fait, les électrons et les protons vont commencer à sentir l'attraction électromagnétique entre l'un et l'autre. Et donc, ils vont se mettre ensemble, ils vont se combiner dans des atomes d'hydrogène neutre. Cette combinaison donne lieu à l'émission des photons. Et c'est ce qu'on appelle le dernier rayonnement électromagnétique visible. Alors, avec ces petits films, je vais vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez là, vous imaginez qu'on fait ces voyages en arrière dans le temps à partir d'un point dans l'espace-temps qui est la Terre. Ce que vous voyez là, c'est toutes les galaxies. Ce sont des vraies observations. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones de noir. C'est les zones où en fait le catalogue des galaxies n'est pas complet. Donc vous imaginez, donc on s'éloigne, on construit, si vous voulez,
cette image de l'univers où il y a des points lumineux, sont des agglomérations de matière qui se sont allumées, ont généré les galaxies. Mais d'où est-ce que tout ça provient? En fait, cela provient de ces derniers rayonnements émis. Et là, vous voyez cette sphère qui se forme. En fait, celle-là est l'image du fond cosmologique micro-ondes. Donc, elle est vraiment l'image de la dernière radiation que nous avons pu observer, la plus ancienne de l'univers. Et les taches, ce sont des fluctuations dans la température de cette radiation qui sont dues à la présence de dishomogénéité de matière. Et donc là où il y aura une homogénéité, plus tard, une galaxie va se former. Donc voilà, donc nous avons ce qu'on appelle l'horizon électromagnétique dans l'univers. C'est déjà très bien. On a toute la cosmologie moderne, elle est fondée sur la détection de cette radiation. Elle nous a appris énormément sur l'univers, notamment le fait qu'il soit en expansion. Donc c'est une théorie très robuste. Mais on aimerait aussi savoir ce qui s'est passé avant. Nous avons des idées, nous avons des informations qui peuvent être extraites de fonds cosmologiques micro-ondes, mais ce qui est important de savoir est que les ondes gravitationnelles, elles, ne sont pas sujetties à cet horizon. N'est-ce pas? Parce que c'est l'horizon électromagnétique. Donc, avant l'époque dont je vous parlais, l'univers était opaque aux ondes électromagnétiques, mais il n'est pas opaque aux ondes gravitationnelles. Et donc, si nous pouvions détecter les signaux d'ondes gravitationnelles qui viennent de l'univers très primordial, en fait, c'est un messager nouveau qui nous amène des informations sur l'état de l'univers dans ses vraiment premiers instants. Et c'est une information à laquelle nous ne pouvons pas accéder par d'autres moyens. Donc, on peut carrément dire que, donc, depuis l'annonce de la première détection directe des ondes gravitationnelles, une nouvelle ère s'est ouverte en astrophysique et en cosmologie. Et dans cette ère, on va utiliser, donc on a déjà commencé à utiliser les ondes gravitationnelles pour sonder l'univers. Maintenant, vous voyez mieux ce qu'on entend par là. Et on pourra, dans le futur, faire ça jusqu'à des époques lointaines qui sont inaccessibles par d'autres moyens, notamment par la radiation électromagnétique. Alors, je veux terminer les séminaires pour vous dire, donc nous avons maintenant un réseau d'interféromètres pour mesurer les ondes gravitationnelles sur Terre. C'est plusieurs détecteurs qui nous permettent d'isoler les signaux de bruit et de mesurer la position de la source d'ondes gravitationnelles dans le ciel. Il y en a, comme je vous disais, 2 aux États-Unis et un en Italie. Celui-là en Allemagne, c'est un prototype. Et il y en a un qui vient d'être opérationnel au Japon. Et dans le futur, il y en aura un en Inde. Donc, on va vraiment popouler la Terre de détecteurs pour pouvoir mieux accéder aux informations de localisation des sources d'ondes gravitationnelles. Mais il y a aussi une expérience planifiée, donc c'est l'expérience LISA, un interféromètre pour détecter les ondes gravitationnelles depuis l'espace. C'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui va voler vers les années 2035 et qui aura un bras de 2,5 millions de kilomètres. Donc, vous voyez la différence par rapport aux 3-4 km qu'on peut rejoindre sur Terre. Donc ça va faire donc un interféromètre beaucoup plus long qui nous donne l'accès à différents types de sources. Et donc je voulais terminer par ces petits films qui a été fait par les consortiums
de l'interféromètre LISA dont je fais partie et qui vous explique cette mission futuriste, mais qui va effectivement voler. Donc là, vous voyez, donc ça va être lancé et ça va lancer en fait 3 satellites qui vont se mettre dans une constellation triangulaire qui va suivre la Terre sur son orbite autour du Soleil. Donc tout comme les détecteurs sur Terre, LISA, les bras de l'interféromètre vont aussi être parcourus par des lasers. Et voilà, là il vous dit qu'est-ce qui a été observé depuis 2015, donc les collisions des trous noirs, les collisions d'étoiles à neutrons. Là vous voyez l'image donc de l'interféromètre Virgo sur Pise, et donc en fait l'accès aux sources, aux typologies de sources est déterminé par la longueur du bras de l'interféromètre. Donc les moments où avec LISA nous allons faire cette constellation avec des bras beaucoup plus longs, nous allons avoir accès à d'autres types de sources. Par exemple, les ondes gravitationnelles depuis l'univers primordial ou des trous noirs beaucoup plus massifs qui résident au centre des galaxies. Bon, là, c'est l'explication de ce qui va se passer quand ça va être lancé. Ça, c'est l'image du satellite, comment elle est planifiée. Vous voyez, ça, c'est le parcours que le laser va faire à l'intérieur du satellite. Et en fait, donc, à l'intérieur du satellite, nous allons mettre 2 masses en chute libre, c'est-à-dire qui n'ont aucune autre force qui agit sur elles-mêmes, à part le fait que quand l'onde gravitationnelle arrive, elles vont vibrer. C'est ça qui va permettre la détection. Donc ici, vous voyez la mission LISA Pathfinder qui a volé en 2017 et qui a démontré que nous avons la technologie pour mettre ces masses dans un état de chute libre suffisant pour faire la mesure. Voilà, donc il dit LISA va nous donner des informations révolutionnaires sur notre univers et va ouvrir donc contribuer aux détections multimessagères, c'est-à-dire les objets astrophysiques dont on peut voir à la fois l'émission gravitationnelle et l'émission électromagnétique. Et voilà. Merci pour votre attention.